Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le vendredi 11 décembre, les produits du terroir sont mis à l'honneur aujourd'hui et demain à l'occasion d'un festival qui se déroule à Pointe-à-Pitre. La journée de samedi sera notamment consacrée à une grande foire agricole sur le perron de l'Hôtel de Ville. Aujourd'hui, la matinée était consacrée à une conférence débat et à un hommage à Alain Gayadine. On en parlera dans quelques instants avec notre invité. Mais tout d'abord, je vous propose de suivre le reportage de Muriel Barlagne. Je dois vous dire qu'Alain était un homme simple. Et pas tous ses amis peuvent en témoigner. C'est avec encore beaucoup d'émotion que Lucien parle de son frère Alain Gayadine au centre Rémy Ninsouta à Pointe-à-Pitre. Un témoignage pour lui rendre hommage dans le cadre de la 10e édition du Festival des produits du terroir. L'occasion de parler de l'homme et de son action pour l'agriculture en Guadeloupe. C'est notamment en tant que secrétaire général de l'Union des producteurs agricoles de la Guadeloupe qu'il a milité. Décrit comme un visionnaire, il a défendu de nombreux principes, notamment celui de l'agriculture paysanne. Alors, l'agriculture paysanne, c'est un concept qui est adapté à la réalité du territoire guadeloupéen, puisque la majorité des exploitations agricoles n'excèdent pas les 5 hectares, ce qui veut dire que développer une agriculture sur si peu de terre dans la logique de production de filière, ne peut pas dégager suffisamment de revenus pour le planteur. Et donc la conception de l'agriculture paysanne, c'est un peu la photographie, mais un peu à plus grande échelle de ce qu'on appelle le jardin créole, avec des productions associées en polyculture élevage, donc de l'élevage animal effectivement, mais aussi de la production végétale, et créer l'interaction entre ces productions-là. Et donc l'addition de ces ateliers-là permet effectivement non seulement de maintenir l'équilibre sur l'exploitation, mais aussi peut dégager avec l'addition des ateliers un revenu au planteur. Alain Gayadine défendait l'idée d'une exploitation agricole autonome, voire autosuffisante, capable de produire tout ce dont elle a besoin pour fonctionner sans passer par les exportations. Une exploitation visant avant tout le marché intérieur, c'est le concept du produit du terroir à ne pas confondre avec le produit local. Si on importe des semences de l'étranger et les intrants de l'extérieur, c'est bien une production locale, c'est intéressant, mais on peut aller plus loin avec la production de terroir. La production de terroir cherche à travailler avec la biodiversité locale, donc les races créoles au niveau élevage et les semences créoles et locales au niveau production agricole. Elles ont l'avantage d'avoir été sélectionnées depuis des années par les anciens, d'être adaptées, de coûter moins cher à la production, de correspondre à nos goûts et à nos coutumes, et d'assurer l'autonomie de l'exploitation et donc l'autonomie du pays. Cette conception de l'agriculture fait son chemin en Guadeloupe. Pour ses défenseurs, elle nécessite un changement des mentalités. Alain Gayadine pensait que c'est avec l'aval de toute la société que les produits du terroir ainsi conçus pourraient se développer. Et pour en parler en détail, notre invité ce midi, bonjour Éric Nanette. Bonjour. Alors vous êtes le président de l'association La Tyrolienne, c'est vous qui organisez ce festival. On vient de le voir dans ce reportage, la thématique des produits du terroir, des produits locaux a été longuement abordée. Pourquoi c'est nécessaire de faire justement cette différence ? Eh bien, comme ça a été si bien dit par le technicien qui vient suite d'un reportage, que pourquoi ça a été si bien dit, et j'espère que ça va être retenu, parce que nous avions cette richesse, et cette richesse qui est malheureusement un peu délaissée, et une diversité aussi grande, variété, eh bien c'est à nous maintenant de pouvoir, en tant que prendre le relais du travail qui a été fait par Alain Gayadine, et pour pouvoir, que demain, pas tout de suite, mais même en 10 ans, 20 ans, que ces produits puissent retrouver leur vraie place. On rappelle, les produits du terroir, c'est vraiment les produits que l'on trouve en Guadeloupe. Bien, pas qu'on en trouve, mais des produits authentiques qui ont pris naissance en Guadeloupe et que ces produits-là, que nous puissions les consommer sous quelles que soient les formes. Parce que maintenant, on peut, grâce à l'agro-transformateur, on peut faire plein de choses. Parce qu'il y avait peut-être l'aspect, peut-être était un peu difficile pour certaines, les générations, mais avec les nouvelles technicités, ces produits ont toute leur place, que ce soit dans les hôtels ou même pour monsieur et madame tout le monde. Alors quel est le but de cette manifestation ? Le but de cette manifestation, c'est de redonner à l'agriculture, l'artisanat,
tout ce qui est authentique guadeloupéen une place dans le cadre de cette société qui est en train de se transformer. Parce que, qu'on le veuille ou pas, nous sommes envahis, nous sommes concernés par la mondialisation. Mais on doit aussi savoir qu'il y a une identité propre. Identité, quel que soit le pays que vous êtes, que vous vivez, eh bien, vous avez vos propres. En France aussi, je vois comment les camarades ils se battent pour faire vivre les traditions d'antan, de les faire trouver une place. Eh bien, c'est ce relais que nous prenons en Guadeloupe. Les produits du terroir ne sont pas assez mis en avant en Guadeloupe? Les produits du terroir ne sont pas, ils ont été délaissés au profit, bon, avec aussi la forme de consommation qu'on y trouve. Il y a aussi les prix. Tout cela, ce sont des handicaps pour ces produits. Mais avec le geste citoyen militant, on doit faire des sacrifices et de dire qu'avant, consommons ce qui nous apporte, ce que nous connaissons, ce qui a fait la richesse de ce pays et que nous puissions participer au développement. Parce que ce n'est pas simplement une foire pour une foire, mais c'est de permettre aux professionnels de mieux se faire connaître. Échange public, professionnel, et comme ça, c'est la Guadeloupe qui sera gagnante, ce sera l'économie guadeloupéenne qui sera gagnante. Des produits que l'on va pouvoir donc découvrir demain sur le parvis de l'hôtel de ville de Pointe-à-Pitre. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire ce qu'on va pouvoir y retrouver? Eh bien, effectivement, c'est un village qui serait ouvert à partir de 9h du matin avec toutes des exposants, tous les produits. Et quand nous disons produits, ce n'est pas simplement les produits qui concernent l'agriculture, c'est aussi l'artisanat, le culinaire, l'art floral, et puis tout ce qui s'ensuit. Mais demain, ça va être une journée, la journée des produits du terroir guadeloupéen. Une journée qui serait assez riche, assez dense, avec des manifestations. C'est la culture aussi. Le Goka vient d'être reconnu par l'UNESCO. Mais à côté du Goka, il y a d'autres formes de culture. C'est les produits dans leur sens large, en fait. Dans le sens large. Alors, c'est une... Et puis aussi, nous allons profiter pour mettre notre belle ville, notre belle Pointe-à-Pitre en valeur avec une collaboration de la municipalité de Pointe-à-Pitre, la chambre, le comité de touristes de la Guadeloupe. Et nous aurons des vélos pousse-pousse. Demain, il va y avoir 3800 touristes, pas tous, mais une grande partie qui resteront en Guadeloupe. Eh bien, avec les vélos, et faire sous forme de déambulation, découvrir la ville, et puis de venir sur le site pour connaître, découvrir le savoir-faire guadeloupéen. Alors c'est une journée que nous souhaitons que la Guadeloupe soit gagnante. Pas nous les organisateurs, mais que ce soit la Guadeloupe qui soit gagnante demain de cette journée. Et une journée qui se terminera par un chantier Noël. Un chantier Noël avec le groupe IDEO de Cap-Esther-Bello, alors que c'est une journée qui commence à 9h du matin pour prendre fin à 22h en continu. Merci Éric Nanette d'avoir été sur le plateau ce midi, sur le plateau d'Alizé. On va justement rester dans ce domaine puisqu'on va s'intéresser au cas des agriculteurs guadeloupéens qui disposent désormais d'un peu moins d'un mois pour effectuer leur demande d'indemnisation suite à l'épisode de sécheresse. Problème, certains d'entre eux ne peuvent pas constituer de dossier faute de pièces manquantes. On fait le point tout de suite avec Muriel Barlagne. Après une rencontre avec l'ensemble de la profession et les autorités en octobre dernier, la calamité agricole a été enfin reconnue pour l'ensemble de la Guadeloupe. Un fonds de secours a été débloqué pour les agriculteurs. Seulement voilà, pour y accéder, il faut fournir des documents que de nombreux agriculteurs n'ont pas. Des attestations fiscales et sociales, ainsi que la comptabilité des 3 dernières années. Nous avons beaucoup de très très petits agriculteurs, ce qui fait qu'ils ne jugent pas l'utilité d'avoir une comptabilité puisque ce sont des personnes quand même qui ont de très petites surfaces et ce qui bute aussi sur l'attestation fiscale qui ne dit pas de comptabilité, on n'aura pas de visibilité sur les déclarations fiscales et sociales. Face à cette situation, les organisations syndicales comptent se mobiliser. Elles ont jusqu'au 8 janvier 2016 pour trouver une solution, date après laquelle les dossiers d'indemnisation ne pourront plus être instruits. Nous avons réuni et nous avons discuté, nous avons voir au départ nous avons voir la DAF, le préfet, et après ça, d'après ça, il dit nous que ça quand nous fait. Mais faut tout le monde toucher, tout le monde subit les sécheresses là ça. Les agriculteurs ont sollicité la Chambre d'agriculture pour les appuyer dans leur démarche. Ils réclament un allègement des exigences pour le montage des dossiers d'indemnisation. C'est leur demande que nous allons transmettre. Nous sommes qu'une courroie de transmission et donc pouvoir, avec ces autorités,
quelle possibilité, pour quand même qu'ils ont déjà souffert pendant trop de mois, voir quelle possibilité pour leur permettre exceptionnellement de pouvoir avoir accès à ces aides. La Chambre, en tout cas, portera tout son poids dans le débat pour que nous puissions arriver à une solution, puisque je pense que ces agriculteurs, en tout cas guadeloupéens, sur l'ensemble du territoire, ont trop souffert pendant cette sécheresse. Et s'il n'y a pas une solution, je dirais, concertée et rapide, eh bien, je pense qu'on en va hypothéquer les années à venir, parce qu'ils sont vraiment dans une situation catastrophique. En Guadeloupe, on compte environ 7500 agriculteurs. Tous ont été victimes de la longue période de sécheresse qui, selon eux, a duré de février à octobre. Sur ce point, il y a aussi un désaccord puisque la préfecture parle, elle, d'une période allant d'avril à août 2015. Une nouvelle réunion avec l'ensemble des décideurs devrait permettre de mettre les points sur les i. Et autre victime collatérale de cet épisode de sécheresse qui a sévi pendant plusieurs mois en Guadeloupe, les bouchers. Ils demandent que soit mis en place un véritable plan Marshall. Les détails avec Karine Gelman. Les bouchers victimes de la sécheresse, en effet, la crise que connaissent les éleveurs de bovins se répercute sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Effectivement, quand on parle de sécheresse, effectivement, c'est notre matière première qui représente 50% de notre chiffre d'affaires. C'est l'élevage bovin qui en pâtit à cette sécheresse et qui fait qu'aujourd'hui, on est en diminution de cette production bovine. Si en 5 ans, la carcasse a augmenté de 4,50 € à 7,50 €, les prix restent moins chers que ceux de la viande importée. Ça se répercute sur les prix, mais nous, les artisans bouchers, on essaie de jouer le jeu. Parce que vous savez, quand on est dans un marché, l'offre est inférieure à la demande, c'est le prix à l'achat de la matière première qui augmente. Mais nous, en tant qu'artisans bouchers, on ne répercute pas, mais on ne pourra pas tenir longtemps si on ne met pas un véritable plan Marshall de la production locale de la viande bovine en Guadeloupe. Pour les artisans bouchers, cette situation doit être résolue avant la mi-2016. Au-delà de cette date, des répercussions sont à craindre pour les consommateurs et les commerces de viande. On passe au chapitre politique. Dernière ligne droite pour le second tour des élections régionales. Plus que jamais, les équipes de campagne des deux candidats en lice, Harry Chalus et Victorin Lurel, occupent le terrain. Une campagne qui se déroule d'ailleurs en pleine journée. Le reportage de Richard Scott-Tamar. Aux abîmes, la campagne bat son plein. Les jeunes militants de la Frappe préparent en ce moment même les prospectus qu'ils vont distribuer à la population. Actuellement, nous sommes en train de préparer des kits afin de pouvoir partir sur le terrain à la rencontre de la population, dans les ronds-points, les parkings, chez eux, et faire également de la sonomobile et distribuer afin qu'ils soient informés sur les diverses actions de notre candidat. C'est une équipe jeune avec la volonté de s'impliquer pleinement dans la campagne électorale. Nous sommes là, nous sommes sur le terrain. Je pense que vis-à-vis de ça, on n'a pratiquement plus rien à prouver. On est effectivement militants, on est effectivement engagés, puisque nous, en tout cas jeunes de la Frappe, nous avons compris que nous avons des enjeux en termes d'avenir, en termes de construction de territoire, en termes de pierres apportées à l'édifice. Et surtout, aujourd'hui, on dit souvent, enfin, surtout nous, chez nous, on dit la jeunesse a besoin de politique, mais la politique a aussi besoin de jeunesse. Nous sommes les seuls à pouvoir, enfin, en étant accompagnés par les aînés, à pouvoir appréhender nos problèmes, nos besoins, avoir la voix sur ce qui nous touche et ce qu'on aimerait voir changer dans notre île et plus largement notre pays. Du côté d'Harry Chalus, on prépare aussi la journée de militantisme. Le directeur de campagne se montre confiant, mais sait qu'il faut continuer à battre le pavé pour faire passer le message de son candidat. Là, ça y est, donc en train de mener, c'est la dernière ligne droite. Donc tout faire pour que la communication passe au maximum, parce qu'en même temps, nous devons répondre aux contre-vérités distillées par l'adversaire et surtout aussi développer en même temps notre message. Le message est globalement compris, donc la population, si les citoyens abîmiens ont donné le signal qu'il fallait, et partant de là, c'est-à-dire nous comptons confirmer pour que ce message soit mieux compris et que cela se traduise dans les urnes. La campagne électorale rentre dans sa dernière ligne droite. Elle s'achèvera officiellement ce soir à minuit.
Politique toujours, on va s'intéresser ce midi au remboursement des frais de campagne. Pour obtenir le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne, une liste doit obtenir au moins 5% au premier tour. En Guadeloupe, seuls les 2 candidats du deuxième tour pourront prétendre à de tels remboursements. Pour les 8 autres candidats, la situation est un peu plus compliquée. Explication avec Karine Gelman. Victorin Lurel et Harry Chalus, uniques gagnants de la campagne pour les régionales. En effet, sur les 10 listes, 8 n'ont pas franchi le seuil des 5% permettant un remboursement de leurs frais. Tous les 8 autres n'ont pas atteint la barre fatidique 5%. Par conséquent, nous ne serons pas remboursés. Donc, à Combat Ouvrier, je parle en mon nom, de mon organisation politique. Nous savons que c'est quelque chose de difficile. On nous parle de démocratie, mais la démocratie de l'argent, encore une fois, c'est prouvé. On le savait d'avance. C'est la raison pour laquelle on n'a pas mis nos bulletins de vote on n'a pas cheminé au niveau de la préfecture pour distribuer à la population. On a dit qu'ils vont les retrouver directement au niveau des bureaux de vote. Donc ça, c'est une chose. On a fait une économie certaine déjà à ce niveau-là. Mais notre campagne, par définition, une campagne avec des moyens modestes, des moyens limités. Et on a fait ce qu'il fallait avec. En fait, il faut trouver un bon compromis entre la richesse du débat démocratique où toutes les petites listes, entre guillemets, ont leur place, et en même temps la responsabilisation des têtes de liste. Effectivement, lorsqu'on est tête de liste et qu'on ne dispose pas, en tout cas qu'on n'a pas une légitimité politique suffisante, même si on peut se présenter, il y a quand même une évaluation a priori à faire pour savoir quelles sont réellement les chances que l'on a de franchir le cap des 5% du suffrage universel. Toutefois, à partir de 1%, il est possible de faire rembourser les frais téléphoniques ou encore les frais de bouche. Et cela ne concerne que les têtes de liste. D'ici un mois, les comptes de campagne devront être présentés pour remboursement. C'est un remboursement qui aura lieu au terme de la campagne, si leurs comptes sont sincères, et si il n'y a pas de passe-droit, s'il n'y a pas de fausse facture. On a entendu parler de ça dans un autre parti politique, mais si tout est régulier, et si les comptes sont validés, il y a du remboursement, mais sur les bases codifiées par avance par l'État. Rappelons que le remboursement des campagnes électorales est intégré aux impôts. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Le Mexique a reçu l'autorisation de mise sur le marché du vaccin contre la dengue. Nous irons également ce midi en Argentine ou encore à Porto Rico. Voici la Minute Caraïbe. La division vaccin de Sanofi a décroché mercredi 9 au Mexique la première autorisation de mise sur le marché pour son vaccin pour la prévention de la dengue, le Dengvaxia. Dans l'histoire de la santé publique, c'est un moment très important et dans le domaine des vaccins, c'est l'innovation de la décennie, a estimé Olivier Charmeil, le PDG de Sanofi Pasteur dans un entretien à l'AFP. Ce vaccin a potentiellement un statut de blockbuster, c'est-à-dire qu'il pourrait générer à terme plus d'$1 milliard de revenus par an. Sa mise au point a pris 20 ans et coûté 1,5 milliard d'investissement en recherche et développement et outils industriels. La dengue était jusqu'à présent un défi pour la recherche pharmaceutique car étant causée par 4 virus distincts. Un vaccin efficace devait nécessairement induire une réponse immunitaire protectrice contre ces 4 sérotypes à la fois. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la dengue est la maladie transmise par les moustiques dont l'expansion mondiale est actuellement la plus rapide, avec près de 400 millions de nouvelles infections chaque année. Susceptible d'entraîner une forte fièvre incapacitante, la dengue engendre aussi des douleurs osseuses et articulaires. La forme sévère de la maladie, la dengue hémorragique, tue 22 000 personnes par an selon l'OMS. Argentine, des milliers de partisans de la présidente argentine se sont rassemblés mercredi 9 décembre devant le palais présidentiel à Buenos Aires pour saluer Cristina Kirchner qui quitte le pouvoir après 2 mandats de 4 ans. La telenovela politique de l'ère Kirchner a connu son épilogue mardi lorsque la justice, saisie par le nouveau président du pays, Mauricio Macri, a tranché un différend sur les modalités de la passation de pouvoir, écourtant son mandat de quelques heures et obligeant Mme Kirchner à quitter le palais présidentiel mercredi soir. Suite à cette décision, la présidente sortante Cristina Kirchner ne participera pas à la cérémonie d'investiture de Mauricio Macri. Par solidarité, l'opposition a annoncé qu'elle ne siégerait pas au Congrès lors de la cérémonie de prestation de serment. Les parlementaires kirchneristes restent la première force à la Chambre des députés et disposent de la majorité relative au Sénat. Cristina Kirchner, 62 ans, ne pouvait pas briguer un 3e mandat consécutif,
mais elle peut théoriquement se présenter à nouveau en 2019. Elle a quitté la capitale pour se rendre dans son fief de Patagonie pour assister à la prise de fonction de sa belle-sœur, Alicia Kirchner, élue gouverneur de la province de Santa Cruz. Le gouverneur de Porto Rico, Alejandro García Padilla, a signé mardi 5 projets de loi visant à inverser une crise économique sans précédent dans le pays. Avec ces 5 mesures, Padilla doit se rendre à Washington pour rencontrer plusieurs législateurs républicains et d'autres fonctionnaires en prévision d'une réunion du Congrès qui pourrait décider vendredi d'accorder ou non aux organismes publics de Porto Rico d'accéder au chapitre 9 des dispositions de faillite qui est réservé exclusivement aux États américains. Porto Rico étant un État associé aux États-Unis. Nous montrons au monde que nous sommes sérieux au sujet de notre plan, dit-il. Je n'ai pas de mots qui me permettent d'illustrer la gravité de la situation. Porto Rico est dans un marasme économique depuis 9 ans et son gouvernement est aux prises avec 72 milliards de dollars de la dette publique. La Cour suprême des États-Unis a annoncé qu'elle allait recevoir le gouverneur Padilla et l'entendre sur son appel sur une décision qui interdit Porto Rico à donner aux municipalités le pouvoir de se déclarer en faillite. Il s'agit pour l'administration Obama de proposer un plan pour créer un régime de faillite territoriale qui permettrait au gouvernement de Porto Rico de restructurer sa dette. Retour en Guadeloupe avec cette rencontre hier entre le skipper guadeloupéen Karl Chipotel et les élèves de 2 écoles de Petit-Bourg. C'était dans le cadre des nouvelles activités périscolaires. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Partager sa passion de la voile avec des enfants, c'est l'objectif de cette rencontre entre Karl Chipotel et les écoliers de Petit-Bourg. Très enthousiastes par la venue de notre navigateur vedette, les enfants se sont empressés de lui poser toutes sortes de questions sur son métier, comme Curtis. Comment êtes-vous devenu un navigateur? C'est parce que Victor Jean-Noël, qui était le directeur de la base nautique où j'ai appris à faire de la voile, il a fait la Mini Transat en 1991, ça fait très longtemps. J'étais un peu plus grand que vous, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la course. Et j'ai toujours rêvé de faire cette course-là. En fait, cette école de voile-là était sur la plage du bourg, en fait, de la commune où j'ai grandi. Donc j'ai appris à faire de la voile parce que je voyais des petits bateaux sur l'eau, et que moi aussi j'avais envie d'aller en faire. On a appris qu'on pouvait naviguer seul, mais sans avoir trop peur. Il nous a appris aussi que quand on est en mer, il n'y a aucune raison d'avoir peur puisque les animaux marins sont très gentils. Après de nombreuses questions autour de la traversée de Karl Chipotel pour la Mini Transat, Sohan et Mathis maîtrisent mieux ce métier de navigateur solo. Cette rencontre avec Karl Chipotel intervient dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires et les nouvelles activités périscolaires NAP. Valoriser le nautisme, c'est le but de ces activités afin de familiariser ces écoliers avec cette mer qui nous entoure. En fait, le projet a commencé par des cours théoriques. Monsieur Jean-Noël, avec les 2 groupes de CM2 des 2 écoles, a préparé les enfants. Donc, ils ont vu ce que c'est que le nautisme. Ensuite, ils ont commencé à suivre le navigateur à travers des cartes, à travers des échanges aussi, on va dire, multimédia, jusqu'à ce qu'ils puissent aller sur l'eau. Donc là aussi, il a préparé des séances de kayak en base nautique. Et la fin, en fait, c'est cet après-midi d'aujourd'hui. En fait, on est exactement dans le projet qu'on avait initié depuis le début, sous le label de la transmission. Donc, il était question de rencontrer le maximum d'écoliers, d'élèves guadeloupéens. C'est ce que nous ont fait avec cette initiative de la ville de Petit-Bourg. Donc, un échange intéressant pour leur donner eux aussi envie d'aller sur l'eau. Et qui sait, peut-être que le futur participant de la Mini Transat se trouve parmi eux. Ponctué par une démonstration de gros cas présentée par les écoliers où Karl Chipotel s'est même laissé tenter par 2-3 notes de tambour. Une expérience autour de la voile pour ces écoliers qui précède de nombreuses autres nouvelles activités périscolaires de ce type. L'actualité sportive en bref, l'équipe de France de fleuret arrive aujourd'hui dans notre département, un stage de 8 jours pour mieux préparer les Jeux Olympiques de Rio l'année prochaine. 4 Guadeloupéens font partie de cette équipe, Anita Blaz, Isaura Tibus, Enzo Lefort et Jean-Paul Tony Élissé. Un mot de football avec le début ce soir de la 10e journée de DH. À 20h30, l'Amical Club de Marie-Galante reçoit les Red Stars de Pointe-à-Pitre.
Une idée de sortie maintenant pour ce week-end. La Maison de la Forêt, située sur la route de la Traversée, accueille jusqu'à la fin du mois une exposition intitulée Décembre en Guadeloupe. L'occasion de découvrir l'évolution dans le temps des pratiques autour des fêtes de fin d'année. Patrick Curie nous en dit plus. Décembre en Guadeloupe, c'est l'intitulé de l'exposition organisée par le Parc national de la Guadeloupe. C'est un voyage de découverte sur la tradition de Noël d'avant et d'aujourd'hui. Cette manifestation entre dans le cadre de la programmation annuelle du parc intitulée Nature et culture en découverte. Une programmation mise en place en juillet-août et qui se poursuit tout le mois de décembre sur tous les sites du parc. Dès le mois de décembre, comme nous avons une forte population touristique, beaucoup de gens qui viennent visiter en fait la Maison de la Forêt, nous avons donc décidé de mettre en place une petite exposition autour de Noël en fait. Cette exposition donc s'appelle Décembre en Guadeloupe. C'est une exposition que nous proposons donc à partir du 7 décembre jusqu'au 31 décembre, qui parle en fait des traditions de Noël d'antan à Noël d'aujourd'hui, pour faire un peu la comparaison. Cette exposition se tiendra jusqu'au 31 décembre à la Maison de la Forêt. Allez, avant de vous laisser, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos prévisions météo pour cet après-midi. Vous le voyez, le soleil sera largement présent sur notre archipel. Il sera tout de même accompagné d'un léger voile nuageux et de quelques gouttes de pluie. Les températures, elles, seront comprises entre 27 et 30 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site le www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport, suivi d'une météo plus complète de notre région. Vous retrouverez ensuite le journal de TF1 suivi de Petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute votre actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.